Je suis très contente. Je m'en vais d'abord par remercier les organisateurs. Je suis passionnée par ce qu'on appelle les mentorats. Même quand je dors, dès qu'on prononce ces mots-là, mentorat, je me réveille. Je ne sais pas pourquoi. J'étais mentor, je crois en 2022-2023. J'ai accompagné une cohorte de 7 filles ici à Kananga. Et ma joie est de voir que parmi ces 7 filles, l'une est devenue aussi mentor. Mais elle a bien évidemment suivi votre programme et c'est elle qui m'a invitée aujourd'hui. Il s'agit de Déborah. Je vois qu'elle est aussi parmi les autres filles à Kinshasa. Donc je remercie le programme, je remercie l'initiatrice et je remercie les filles qui ont eu cette soif d'être mentorées, de devenir des filles leaders et d'inspirer les autres. J'ai quand même noté quelque chose ici parce que j'ai beaucoup à dire. J'ai tellement beaucoup de choses à vous partager, mais je prie que je sois vraiment structurée. Beaucoup à dire. Ici, j'aimerais vous parler d'une femme leader comme moi et partager mon expérience. Je sais que tout le monde attend que je lui dise, que je vous parle d'abord de qui je suis. Je me disais, j'ai vraiment besoin de devenir une fille qui inspire. J'ai besoin de passer aussi à la télé, de parler, d'être enviée par les gens. J'ai besoin de diriger les gens. J'ai besoin de créer une entreprise, de devenir une personne. Et comme on n'avait pas de possibilités, d'autres opportunités, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut devenir député parce qu'il est connu par tel, peut avoir facilement de l'emploi parce que c'est un député qui est son frère. Et je me disais, si j'ai vraiment besoin de devenir cette personne inspirante, cette personne, une femme grande, une femme, je rêvais grand. Et le seul moyen pour me permettre d'arriver à atteindre mes rêves, je me disais qu'il n'y a que l'éducation. Si je n'étudie pas là, je suis foutue. On va me marier par un Mwendeshuankalou qui amène, ou celui qui vend la braise, les charbons. Il va m'épouser, lui il vend la braise, moi je vais commencer à vendre les charbons. Et la vie va se terminer là-bas. Je vais commencer aussi à mettre mon épice. Je me suis dit non, je dois travailler. D'abord l'éducation. Je me suis dit, devant moi, mon premier mari, c'était l'école. Et l'école, je devrais lire beaucoup. J'étais devenue comme un perroquet. Je me dis, parce que si je n'étudie pas, je ne saurais pas. Personne ne va plaider ma cause. Et je vais me retrouver peut-être en train de donner mon corps parce que j'ai besoin d'étudier. Alors là, je dois étudier. Je travaillais beaucoup. Et après, dans ma communauté, je voyais les femmes souffrir, les femmes nouvellement mariées. Mais pendant ce temps-là, les filles de 17 ans, 18 ans, elles se marient facilement, même celles qu'on a étudiées avec. Et après, elles commencent à mettre au monde. Après, on commence à la frapper par son mari. Les histoires aujourd'hui qu'on crie violence là, ça ne se criait pas. Et puis je me dis, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Comment est-ce que l'amour commence par ce bonheur et ça finit par être tapé, être chassé, insulter les parents? J'ai commencé à développer cette rébellion en moi. J'ai commencé à développer cette révolte. Je me dis, pourquoi est-ce que les femmes sont maltraitées? Pourquoi est-ce que les femmes doivent subir ça? Juste parce qu'elles sont les femmes. Et dans ma vie, je me disais, quel est même cet homme qui va m'épouser pour me maltraiter aussi? J'avais peur de me marier. Je voulais devenir une grande dame, mais en même temps, j'ai dit, le mariage risque de briser mes rêves. Et avoir la peur de me marier, je me suis dit, je vais choisir une filière à l'université qui sera la plus longue pour ne pas m'exposer au mariage. Parce que, vous savez, dans notre coutume,
la société ici chez nous, c'est que si tu étudies, tu finis l'école secondaire, tu as ton diplôme d'état. Si tu ne fais pas l'université, tu dois te marier. Dès que tu es là en train de passer du temps à la maison, tout le monde va te crier Moucheni. Comment elle ne se marie pas? Au moins, elle pouvait étudier. Si tu commences à faire l'université, certains vont te décourager. Non, l'université ou abandon. Tu finis l'université, catégoriquement, tu dois te marier. Si tu ne te maries pas, c'est un problème. Alors, je me suis dit, comme je ne veux pas me marier tôt, et puis moi, j'étais chétive comme ça, tout le monde m'insultait à l'école, à Pinch. Puis j'ai dit, avec ma petite taille là, je vais aller au mariage, faire quoi? En tout cas, il faut que je puisse faire l'université, mais la plus longue. Et la plus longue pendant ces temps-là, même jusqu'aujourd'hui, ce n'était que la médecine, 8 ans à l'université. C'est pourquoi j'ai opté de faire la médecine. Parce que je voulais devenir cette personne que je rêvais devenir. Pendant ces temps-là, j'ai intégré directement les mouvements associatifs. En 2012, on a commencé à travailler avec Madame Nathalie Kamba dans FMDI. Et pendant que j'ai travaillé auprès de femmes et de filles vulnérables, je peux vous dire que j'ai sillonné toutes les 5 communes à pied, porte à porte, en train de faire les démembrements, en train de vérifier la vaccination, de vérifier l'allaitement exclusif, n'importe quelle étude, j'étais là, on ne me donnait rien. Je n'avais même pas besoin de tout ça, je me sentais dans ma peau, je me sentais comme si j'étais en train de réaliser un rêve, pendant que j'étais étudiante. Et après, quand je finis, je suis devenue médecin, cherche le travail. Je finis en 2015, autrement dit, aujourd'hui, j'ai 10 ans d'expérience en tant que médecin. Vous ne pouvez pas le croire, hein, j'ai une petite taille. Heureusement, Dieu m'a béni. Alors, je suis allée à l'HGR Lukonga pour faire le perfectionnement. Le perfectionnement aussi, après les études, c'est 2 ans. Donc, si vous prenez 6 ans à l'université, 2 ans de perfectionnement, c'est ça qui fait 8 ans. En faisant le perfectionnement, je finis et après, il n'y a rien. D'abord, le transport de quitter ici en ville vers Lukonga tous les jours, payer le transport aller-retour à moto, mes parents étaient presque foutus. Nous avons tellement dépensé pour faire de toi médecin et aujourd'hui, tu continues à nous demander, tu seras marié quand? Est-ce que ton mari va rembourser tout ça? Et je voyais parmi les hommes qui me côtoyaient, les hommes qui voulaient qu'on commence une histoire sérieuse, je ne trouvais pas le goût. Parce que je me dis, est-ce que cet homme va accepter que j'atteigne mes rêves? Parce que mes rêves, parfois, ça fait peur. Ça faisait peur à moi-même, ça faisait peur aux hommes. Mais Marlène, tu es trop intelligente comme ça. Finalement, est-ce que quel est l'homme là qui va t'accepter? Comme tu es trop intelligente. Donc déjà, je me dis, pourquoi l'homme a peur de l'intelligence de la femme? Ça veut dire qu'il est orgueilleux. Ça veut dire qu'il ne veut pas du développement personnel de la jeune fille. Ça veut dire qu'il va briser mes rêves. C'est tout ce que j'avais comme peur. Il faut voir la pression sociale que j'avais. En parlant de la pression sociale, j'entre directement dans les défis que j'ai rencontrés. Tout de suite, quand j'ai fini la médecine, je fais le perfectionnement. Après, j'ai commencé à chercher. Je me dis, à Lukonga, j'ai quand même appris à opérer. J'ai appris beaucoup de choses. J'avais déjà la main chirurgicale. Il y a une femme que j'appelle toujours mentor, c'est elle qui m'a appris à opérer. Donc, je pouvais facilement ouvrir le ventre de quelqu'un, jouer avec tout ça, y refermer. Mais après, je me dis, comment je vais garder ça? C'est comme la mécanique. Si tu n'appliques pas, tu ne le fais pas au quotidien, tu perds la main, tu oublies. Je fais 5 ans de chômage. J'ai déposé des dossiers partout. Chaque fois qu'il y a un nouveau ministre de la Santé, je pars déposer. Donnez-moi au moins une affectation, je vais travailler où? Et nous étions nombreux dans le chômage. Au moins, ceux qui avaient des connaissances, on les affectait par nomination, telle est à Luisa, l'autre à Kananga, par-ci, par-là. Mais moi, j'avais beaucoup de difficultés. Tout de suite, je me suis dit, non, je dois intégrer les mouvements associatifs. Et c'était en 2017. 2016, quand maintenant ça peut commencer, toutes les organisations de l'Est sont arrivées. Chez nous, il n'y avait presque pas d'organisation ou assez d'expérience. J'ai tout de suite intégré les mouvements associatifs. J'ai postulé dans une organisation internationale. Heureusement, on m'a retenue pour être infirmière. De toute façon, j'ai sauté sur cette opportunité. C'était comme si c'est la grâce de Dieu. Infirmière ou à Luisa. Je quittais ici pour aller à Luisa, comme si on m'a recruté à Luisa. Parce que quelqu'un m'a passé cette opportunité. Il dit, Marlène, si tu veux travailler, c'est qu'on va te recruter à Luisa. Tu vas faire comme si toi tu es d'ici.
On ne fait pas quitter quelqu'un de là, parce que là, ça va impliquer le budget, ton déplacement, l'installation et tout. Je paye moi-même les transports, je dois aller à Luisa. Et là, c'était dans un centre de transit et d'orientation. On encadrait les enfants sortis de la milice, les enfants non accompagnés, les enfants séparés, les enfants vulnérables. Et là, j'avais près de 50 enfants où moi-même j'étais d'abord j'étais recrutée comme infirmière. Hein. Je pouvais traiter toutes les maladies de ces enfants. Et je faisais ce qu'on appelle le screening médical. Chaque enfant en train de le consulter dans mon cabinet. Pour qu'il n'y ait pas de surprise, non, vous avez tué l'enfant d'autrui, ça va retomber sur l'organisation. Vous comprenez? C'est pourquoi on a cherché cette infirmière. En plus d'être infirmière, je consultais d'abord tout comme médecin parce qu'on ne pouvait pas enlever ça de ma tête. J'étais médecin. Je consultais les enfants, je posais les... Je venais à Kananga, j'achète un kit de secours. Les maladies que j'ai retrouvées. Donc, j'étais en même temps médecin, infirmière, malade. Je pouvais gérer la logistique parce que je devrais connaître tout ça pour que quand je recrute les gens, je leur donne des instructions. Je donne la description de leurs tâches et ils arrivent à faire tout ça. La logistique, le magasin, le secrétariat administratif, l'élaboration des projets, la gestion des projets et suivre toutes les étapes. J'ai suivi quelques formations sur comment élaborer le projet, j'ai eu un brevet, comment gérer les projets, comment faire une évaluation pré et post et tout. Et après, je me suis dit non, je dois faire une formation pour devenir, pour avoir un master coopération internationale et aide humanitaire. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? La première difficulté, c'est d'abord en travaillant comme femme, en dirigeant les autres, et les hommes et les femmes, c'est ça. Et quand je dirige les hommes, dans notre société patriarcale, vous voyez ce que... Donc, vous sentez que vous travaillez avec les hommes qui ont du mal à accepter votre position des leaders. Mais il faut être diplomate, il faut avoir de la stratégie pour gérer toutes ces personnes. Et vous pouvez vous renseigner. Avec CPO, j'avais plus de 50 employés. J'avais plus de 5 bureaux terrain au niveau du Kasaï, à Kamako, à Chimbulu, à Luisa, à Mbujimaï et partout, voire même l'Omani. J'ai géré toutes ces personnes. On va vous dire que Marlène, c'est la personne la plus humble. Parce que je me dis, je vais gonfler pourquoi? Et après, tu vas mourir. On ne va pas prendre ton titre de coordinatrice là, t'enterrer avec. Pourquoi je vais gonfler? Je trouve que quelqu'un a du mal à accepter ma personne ou mon leadership. Il veut me défier. Je sais comment lui montrer qu'on est partenaire. Les hommes sont nos partenaires et on a intérêt à coopérer parce que si on ne coopère pas bien, on ne collabore pas bien, ça a de l'implication sur même notre entreprise ou notre organisation. Malheureusement, il y a de jeunes filles, dès qu'elle a un poste de décision, c'est fini, elle commence à tourner sur tout le monde. Il suffit de voir peut-être certains comportements que les hommes prennent et publient sur les réseaux sociaux, comment une femme va insulter un homme, tu es qui, ceci, c'est là. Non, ce n'est pas ça qui va faire de toi femme leader. Femme leader, c'est celle qui sait coopérer, qui a de l'empathie, qui a de l'écoute. Et j'ai appris, ça veut dire que je vous parle des difficultés, mais pour moi, c'était des défis, des challenges, et j'ai tiré des leçons. Quand j'ai fait le master en coopération internationale, j'ai eu l'histoire de l'UNICEF. Ça m'a révoltée. Ça a commencé avec une ou deux personnes comme moi, avec juste cette idée-là, j'ai besoin de travailler. Et après, la personne fait confiance à une deuxième personne, une troisième personne. Mettons-nous ensemble, travaillons parce que cette histoire, ça va aller de l'avant. Et ils ont travaillé en mettant les sérieux, en mettant les principes, en mettant l'ordre dans ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, vous voyez l'UNICEF, c'est une agence des Nations Unies, c'est le monde entier. J'ai dit, mais pourquoi CPO ne peut pas devenir demain une agence des Nations Unies? C'est possible, parce que ceux qui ont travaillé avec l'UNICEF, avec HCR, ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi agrandir ce que nous faisons et devenir grand? Et moi, je ne voyais pas l'argent dans tout ce que je faisais. Dans tout ce que je faisais, je voyais atteindre l'objectif. L'objectif, c'est de devenir une grande personnalité qui inspire les autres, qui facilite les autres à se développer. Une leçon que j'ai tirée, c'est que vous voulez devenir grande, préparez-vous aux épreuves. Et à ces épreuves-là, vous devez savoir
Quand est-ce qu'il faut rester, quand est-ce qu'il faut partir? Vous n'allez pas mettre votre vie en danger, mettre votre santé au prix de perdre la vie parce que vous voulez devenir des grandes personnalités. Non. Si vous trouvez que non, ce terrain n'est pas propice, il est toxique, prenez le courage de créer un autre chemin. La leçon que j'ai tirée de mes difficultés, c'est que je n'ai pas suivi le chemin des terres battues, où tout le monde a construit un chemin. Voilà, vous tous, toutes les filles là, vous passez par là. Dès que tu finis tes études là, tu dois te marier. Et ce sont mes parents, j'ai eu la pression. Mais ma fille, c'était quoi finalement? Toi, tu cherches un ange ou quoi? Quand je leur parlais des critères, moi-même, je ne savais même pas expliquer mes critères. C'était difficile. Mais je voulais ressentir ça en moi. Tu trouves un homme, tu dis que c'est ça, l'homme que je cherchais. Mais c'était devenu difficile d'expliquer aux gens. Et après, je me dis, est-ce que je dois me justifier pour me faire comprendre? S'ils ne comprennent pas, qu'ils me laissent tranquille. Et aujourd'hui, j'ai eu à faire un choix. C'est quand même ma vie privée, mais je dois vous le dire pour vous inspirer. J'ai trouvé mon bonheur dans le choix que j'ai fait, alors que j'ai une trentaine d'années. Pour les autres, ils pensaient que c'était fini pour moi quand vous. Certains venaient vers moi pour me demander, mais tu peux quand même faire un enfant, non? Parce que tu n'es pas marié et tout ce que tu fais, comment tu vas faire sans enfant? De l'autre côté, je vais vous parler de mes valeurs personnelles. Je suis au moins sortie d'une famille pauvre, mais une famille de bonne moralité. J'ai obtenu une éducation de qualité en gardant l'honnêteté, l'intégrité, et je voulais transmettre ça à ceux qui m'entouraient. J'ai eu des valeurs spirituelles aussi. Dans mon église, j'ai encadré des jeunes, je chante pour Dieu. Et quand j'encadre les jeunes, je voudrais aussi prêcher par les actes. Mais tout ça, ce sont des pressions sociales. Entre tes valeurs morales et entre ce que les gens te demandent de faire. Ça n'a pas été facile. Je devrais travailler sur ça pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Je représentais la province, je représentais le pays. Et je reviens d'ailleurs d'un voyage à l'international où je suis allée en Belgique, en France, parler de ce que je fais. Parler de ce que je fais pour sauver des vies, pour accompagner les jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons travailler sur le droit de la femme, il faut qu'on passe par le mentorat. Et ça, je l'ai dit même en Belgique. J'ai dit, si nous travaillons sur la jeune fille, nos mamans, on a déjà oublié. Elles se sont mariées à 14, 15 ans et n'ont plus d'avenir. Mais l'avenir, c'est vous. Si vous ne travaillez pas sur votre personnalité, c'est le moment. Si vous ne le faites pas, donc c'est foutu. Alors vous allez penser à vos enfants, à vos filles. Ça sera une autre génération. La femme ou la jeune fille, si tu es autonome, l'autonomie d'abord personnelle, l'autonomie c'est la tête. Si tu es autonome, indirectement tu chasses tous les prédateurs sexuels autour de toi. Tu chasses toutes les formes de violence à l'endroit de la femme, indirectement sur toi. Tu es autonome, tu te fais respecter et tu as une bonne moralité. La bonne moralité inclut que quand tu es une femme qui travaille dans le mouvement associatif, tu travailles mais tu es limité, tu as besoin d'un appui. Et pour avoir cet appui, ce n'est pas aussi facile. Aujourd'hui, on parle d'exploitation à vie sexuelle. Ça veut dire qu'il faut... la loi du donner, du recevoir. Si tu veux avoir les financements, tu donnes ton corps. Si tu n'as pas ton corps, tu donnes aussi... en contrepartie, je ne sais pas. Mais la plupart, pour les femmes, on ne va pas te demander l'argent. On dit que toi, d'abord, là, toi-même, tu es l'argent. Comment tu vas faire? Tu as des valeurs morales. Tu as des objectifs. Tu veux inspirer les autres. Ce sont des défis. Ça veut dire que si tu trouves qu'ici, on veut jouer avec ma personnalité, on veut braver, on veut poignarder mes valeurs, démissionne. Quitte, claque la porte. Tu en as les droits, Dieu va t'ouvrir un autre chemin et tu deviendras une personne dans la société. Pour finir, les conseils que je vais donner, les conseils clés pour réussir. Le premier conseil, c'est d'abord développer la confiance en soi. Moi, malgré que je marchais nu, j'étais dans une famille pauvre, je me sentais digne. J'avais tellement confiance en moi-même que personne ne pouvait me dérouter de mon chemin. Et ça, c'est le premier, c'est un pilier incontournable. Si tu veux réussir dans la vie, développe d'abord la confiance en toi. Deuxièmement, travaille sur la formation continue. J'ai fait le master en coopération internationale, aide humanitaire, ce qui justifie encore que si je vais travailler dans le monde humanitaire, là, je le fais bien, comme si je suis
un expert dans une agence des Nations Unies. Je l'ai fait bien au point que les gens viennent vers moi pour me féliciter, pour me donner leur appui. Formation continue. J'ai fait la santé de la reproduction, ça je ne vous l'ai pas dit, j'ai fait ça l'année passée, je suis allée à l'école de santé publique à Kinshasa. Je suis devenue experte en santé sexuelle et reproductive. Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui meurent alors qu'elles veulent donner la vie? Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui mettent au monde tous les jours, chaque année, elles mettent au monde? Pas parce qu'elle le veut, parce qu'elle a une contrainte. Pourtant, c'est son corps. Jusqu'au risque de perdre sa vie. Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui n'ont pas accès aux services de planification familiale? Pourtant, ça va de leur intérêt, c'est le capital humain. Un autre conseil, c'est un rapport avec la sororité. Je ne sais pas qui connaît ce que c'est la sororité. Un conseil clé pour réussir. La sororité, qui connaît ça? C'est cette façon de travailler ensemble. Travail d'équipe pour atteindre les objectifs. Mais plus ça s'emploie quand il s'agit des femmes. Vous voulez devenir femme leader? Ne marchez pas seul. Cherchez les autres. Mettez-vous dans un réseau. Le réseau qui vous soutient. Parce que la femme a tellement beaucoup d'obstacles sur son chemin qu'il faudrait qu'on soit ensemble, qu'on se tienne main dans la main. Vous partagez la même vision, vous partagez les mêmes objectifs. Tenez-vous ensemble. Comme vous êtes là, une fille, un avenir, vous avez déjà formé votre équipe de soutien, de renforcement de capacité, etc. Cela vous permet d'aller plus loin. Quand on marche seul, on ne saura pas aller plus loin. Vous voyez un peu ce qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Et le dernier conseil, c'est que le cerveau a une capacité multipotente. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Je remercie M. Adolphe qui m'a précédé. Chacun a dit ce qu'il peut faire, mais vous n'avez pas parlé de votre parcours professionnel et parcours académique. Toi, tu n'as pas dit par exemple que tu es en train de faire les droits ou la médecine ou l'économie ou relations internationales. Personne ne l'a dit. Mais ça veut dire que vous êtes capable de faire plusieurs choses. Et votre cerveau est capable de faire plusieurs. Diversifier les activités, diversifier votre champ d'action. Travailler sur tout ce que vous êtes capable de faire. Le grand homme aujourd'hui qui ont fait des exploits, ils n'ont pas eu de l'emploi, ils n'ont pas fait des exploits dans leur domaine initial. Moi aussi, aujourd'hui, je suis médecin, mais ce que je fais, ce qui me donne encore beaucoup plus de poids dans la société, ce n'est pas la médecine. Je travaille à Kamulumba État comme médecin traitant 2 fois la semaine. Mais les autres jours, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ce qui fait qu'aujourd'hui, on m'appelle pour venir vous inspirer, ce n'est pas parce que je suis médecin. Donc, le dernier conseil que je vous demande, c'est que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Ne vous bloquez pas dans votre domaine initial de formation, mais vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Je dis et je vous remercie. Voilà pourquoi je vous dis que nous sommes très forts pour alors le plan. Merci. Merci.